Le downsizing n'est pas né pour améliorer les moteurs, ni pour les rendre plus durables, silencieux ou fiables. Il est né pour remplir des chiffres. Des émissions de plus en plus strictes, des consommations homologuées impossibles et une course pour paraître plus vert dans les catalogues et fiches techniques ont poussé l'industrie à chercher des raccourcis. Et le raccourci fut simple en apparence. Des moteurs plus petits, moins de cylindres et un turbo qui se chargerait du reste. Sur le papier, ça semblait brillant. Moins de cylindres, moins de friction, moins de consommation et pourtant plus de puissance. Une équation parfaite pour les services marketing, les régulateurs et les feuilles Excel. Le problème, c'est que les moteurs ne vivent pas sur le papier, ils vivent dans le monde réel, et là, l'histoire est très différente. C'est pourquoi nous allons vous raconter toute la vérité sur le downsizing et comment ce qui, en théorie, a été vendu comme une révolution, a en réalité rendu les moteurs moins bons. Mais attendez, ce n'est pas tout, car à la fin nous vous dirons quels sont ces 6 modèles les plus célèbres qui ont souffert du downsizing et que vous ne connaissez très probablement pas. Alors, sans plus attendre, commençons. Le downsizing dans le monde automobile est, et pour le dire franchement, une stratégie pour fabriquer des moteurs plus petits et compenser cette réduction par de la technologie. Moins de métal, moins de cylindres et moins de cylindrés, et en échange, plus de turbo, plus de pression interne et beaucoup plus d'électronique pour veiller à ce que tout n'explose pas prématurément. En théorie, la promesse était simple et séduisante, offrir les mêmes performances qu'avant, mais avec moins de consommation et moins d'émissions. En pratique, l'histoire a été nettement plus complexe. Pendant des décennies, la recette était claire. Des moteurs volumineux, généralement atmosphériques, qui produisaient la puissance de façon naturelle. Ils n'étaient pas les plus efficaces ni les plus propres sur le papier, mais ils avaient un avantage, ils travaillaient détendus. Un moteur de 2 litres faisait le travail d'un moteur de 2 litres, sans qu'on lui demande des miracles. Ils consommaient plus, oui, mais en échange ils offraient une durabilité qui semble aujourd'hui presque légendaire. Avec le downsizing, la philosophie a complètement changé. Sont apparus des moteurs 1.0, 1.2 ou 1.3 litres, beaucoup d'entre eux à seulement 3 cylindres, soutenus par des turbos qui soufflent fort dès les bas régimes, par l'injection directe et dans certains cas, même par des systèmes de double suralimentation. Sur le papier, ces moteurs promettaient des chiffres très proches de ceux de blocs bien plus gros d'il y a des années. L'exemple classique est ce 1.0 turbo qui assure être aussi performant qu'un ancien 2.0 atmosphérique. Et bien sûr, ça semble fantastique, jusqu'à ce que vous vous rappeliez que la physique existe toujours. Et pourquoi tout cela a-t-il été fait? Pas par amour pour le conducteur, ni par un désir soudain de fabriquer des voitures éternelles. Le downsizing est né par pure survie industrielle. Des normes d'émissions de plus en plus sévères, des amendes astronomiques pour les constructeurs et des tests en laboratoire où la consommation basse était tout. Dans ces cycles parfaits, le downsizing brillait. En dehors de ces cycles, c'est une autre histoire. Parce qu'en laboratoire, tout fonctionne. Dans la vie réelle, le moteur doit aussi vous emmener au travail, au supermarché et, au passage, supporter vos erreurs de conduite. Si on cesse de romancer le concept et qu'on l'analyse froidement, le downsizing repose sur 3 piliers techniques très clairs. Le premier est la réduction de cylindrée, ce qui implique moins de volume d'air et de carburant par cycle. Le second est l'utilisation intensive du turbo pour compenser ce manque de volume, en élevant la pression d'admission bien au-delà de ce qui serait naturel. Le troisième est l'augmentation inévitable de la pression et de la température interne. Plus de pression dans les cylindres, plus de température dans les pistons, soupapes et chambres de combustion, et plus d'exigences pour le système de lubrification et de refroidissement. Tout cela n'est pas mauvais en soi, mais ça réduit les marges de sécurité avec lesquelles les moteurs étaient traditionnellement conçus. Alors, pourquoi ça a si bien fonctionné dans les tests et dans les publicités? Parce que les cycles d'homologation sont conçus pour être répétables, doux et prévisibles. Dans ces scénarios, les moteurs en downsizing travaillent dans ce que beaucoup d'ingénieurs appellent les zones idéales, régime moyen, charge faible et conditions stables. Ce sont des zones où le turbo souffle à peine, le moteur ne force pas et les consommations sont très basses. Le problème, c'est que presque personne ne conduit comme ça tout le temps. Dès qu'il y a une insertion rapide, une pente, un dépassement ou simplement un conducteur pressé, le moteur passe en charge élevée, le turbo souffle fort et la théorie de la faible consommation s'évapore. Pire encore, cet effort supplémentaire se répète des milliers de fois au cours de la vie de la voiture. C'est là qu'apparaît le problème caché du downsizing, le stress mécanique constant. Un petit moteur force et vit à la limite beaucoup plus fréquemment qu'un gros moteur travaillant détendu. Les charges sur les pistons et les bielles sont plus élevées que ce que leur taille suggère. Le turbo tourne à des vitesses extrêmes pendant de longues périodes et la gestion thermique devient critique. On ne parle pas de pannes immédiates, mais d'usure accumulée. Chaque forte accélération, chaque montée avec charge, chaque journée de forte chaleur ajoute un peu plus de fatigue à des composants qui travaillent déjà très près de leur limite de conception. À court terme,
Tout semble fonctionner. À long terme, les problèmes commencent. Ce changement technique s'est accompagné d'un changement philosophique profond dans l'industrie. Pendant des décennies, de nombreux moteurs étaient conçus avec de larges marges de sécurité. Résister à plus de pression que nécessaire, tolérer des huiles de moins bonne qualité, survivre à des entretiens irréguliers. Avec le downsizing, cette philosophie s'est diluée. L'objectif n'était plus que le moteur dure 20 ou 30 ans sans mauvaise surprise, mais qu'il remplisse les normes, offre de bons chiffres pendant la garantie et soit attrayant en concession. Ce n'est pas que les ingénieurs aient oublié la durabilité, mais ils ont été obligés de la sacrifier au profit du respect des normes et des délais du marché. Cela ne signifie pas que tous les moteurs en downsizing soient mauvais ou que le concept soit intrinsèquement défectueux. Ce serait une simplification injuste. Certains constructeurs ont réussi un équilibre raisonnable, en combinant un downsizing modéré avec des matériaux adéquats et de bonnes stratégies de refroidissement et de lubrification. Le problème, c'est que beaucoup d'autres ont poussé l'idée trop loin, poussés par la concurrence et les réglementations. Des moteurs de plus en plus petits, avec de plus en plus de pression, installés dans des voitures de plus en plus lourdes et avec des attentes d'usage qui n'ont pas grand-chose à voir avec les cycles de laboratoire. C'est le premier avertissement important pour qui nous écoute. Tous les downsizing n'ont pas été une erreur, mais beaucoup ont sacrifié une longévité réelle pour des chiffres attrayants. Et cette différence sépare les moteurs qui vieillissent avec dignité de ceux qui commencent à poser problème bien plus tôt que prévu. Le downsizing a commencé comme une solution intelligente à un problème complexe, mais dans de nombreux cas, il s'est transformé en un pari risqué que les utilisateurs ont payé avec le temps et les kilomètres. Et c'est là que le downsizing a cessé d'être une solution, pour devenir un problème. Le turbo est passé de complément occasionnel à béquille permanente. Dans de nombreux moteurs modernes en downsizing, la voiture ne se déplace tout simplement pas avec aisance sans l'aide constante de la suralimentation. Pour compenser des cylindrées de plus en plus petites, les constructeurs ont eu recours à des turbos aussi plus petits, capables de tourner à des vitesses très élevées pour générer de la pression rapidement. Le résultat fut une réponse acceptable à bas régime, mais au prix de faire travailler le turbo dans un régime extrême pendant une grande partie de sa vie utile. On parle de turbines tournant à plus de 200 000 tours par minute de façon habituelle, avec des changements brutaux de charge, des pics de température et une dépendance totale pour toute accélération un peu exigeante. Quand le turbo cesse d'être un soutien et devient indispensable, la marge d'erreur disparaît. Cette dépendance entraîne des problèmes connus mais souvent minimisés. Les retards de réponse sont compensés par des pressions plus agressives, ce qui augmente la fatigue thermique et mécanique. Les soupapes de décharge travaillent sans relâche, les paliers de l'arbre du turbo subissent des cycles constants de chaud et de froid, et toute dégradation de l'huile se paie très cher. Dans un gros moteur atmosphérique, la panne d'un composant n'est pas toujours catastrophique. Dans un moteur moderne en downsizing, le turbo est le cœur du système. S'il tombe en panne, le moteur perd une grande partie de ses capacités, et la réparation est rarement bon marché. Nous arrivons ici à l'un des points les plus critiques du downsizing, l'huile, la température et les tolérances poussées à la limite. Pour que ces moteurs fonctionnent, tout doit être parfaitement aligné. L'huile ne fait pas que lubrifier, elle refroidit aussi et protège des composants soumis à des charges extrêmes. Pourtant, beaucoup de constructeurs ont accompagné cette complexité technique avec des intervalles d'entretien de plus en plus longs, conçus davantage pour réduire les coûts de possession sur le papier que pour prendre soin du moteur à long terme. Des huiles qui devraient être changées plus tôt restent plus longtemps, travaillant dans des conditions bien plus sévères que dans les moteurs anciens. Le résultat est une dégradation accélérée, une perte des propriétés lubrifiantes et une accumulation de résidus dans des zones critiques comme le turbo, les segments et les systèmes de distribution variables. Cela explique pourquoi tant de moteurs en downsizing passent la garantie sans gros problème, mais commencent à montrer des soucis peu après. Ce n'est pas une coïncidence. Ils sont conçus pour fonctionner dans une marge très ajustée durant les premières années, mais avec des tolérances si fines que toute déviation, un entretien tardif, une huile incorrecte, un usage urbain intensif accélère l'usure. Ce n'est pas qu'ils soient mal conçus en termes absolus, c'est qu'ils sont conçus avec moins de marge d'erreur que jamais. Et cela, entre les mains d'utilisateurs réels, est un pari risqué. Un autre des grands mythes qui a accompagné le downsizing fut celui de la consommation. Sur le papier, un petit moteur turbo consomme moins qu'un gros moteur atmosphérique. En pratique, spécialement en ville et dans les accélérations réelles, l'histoire change. Chaque fois qu'on appuie franchement sur l'accélérateur, le turbo entre en action, le mélange s'enrichit pour protéger le moteur et la consommation s'envole. Beaucoup de conducteurs ont découvert que leur petit moteur efficace consommait autant, voire plus, que le moteur plus gros qu'il remplaçait, spécialement en trajet urbain, en pente ou avec du poids. Le mythe du petit moteur consomme toujours moins a tenu tant que personne ne regardait au-delà du cycle d'homologation. Ce décalage entre consommation promise et consommation réelle a généré de la frustration, mais a aussi caché un problème plus profond. Ces moteurs passent une grande partie de leur vie dans des conditions de charge relative élevées.
Un gros moteur peut se mouvoir à mi-charge facilement. Un moteur en downsizing doit travailler plus dur pour offrir la même réponse. Cet effort constant ne se reflète pas toujours seulement dans la consommation, mais aussi dans une usure interne plus grande, spécialement quand l'usage n'est pas idéal. Et apparaît ici une combinaison particulièrement dangereuse. Downsizing plus mauvaise conduite. Conduire toujours à bas régime, une pratique répandue par l'obsession des économies, est particulièrement néfaste dans les petits moteurs turbo. Accélérer fort à partir de peu de tours oblige le turbo à générer une pression maximale d'un coup, soumettant bielle, piston et palier à des charges très élevées. À cela s'ajoute un usage urbain continu, avec des démarrages fréquents, des trajets courts et des températures qui atteignent rarement les niveaux optimaux. Le résultat est une accumulation de calamine, une huile dégradée et des composants travaillant en dehors de leur zone idéale. Un moteur en downsizing bien utilisé peut tenir raisonnablement bien. Un moteur mal utilisé vieillit à une vitesse surprenante. Arrivé à ce point, une question inconfortable surgit. Si les problèmes étaient prévisibles, pourquoi les constructeurs ont-ils tant insisté sur cette philosophie? La réponse n'est pas technique, elle est économique et stratégique. Le downsizing a permis de réduire les coûts de production en utilisant des plateformes partagées, des moteurs plus petits adaptables à de multiples modèles et moins d'investissement dans des développements complètement nouveaux. Il a aussi facilité le respect des normes d'émission sans avoir à redessiner toute la gamme. Et, bien sûr, ce fut un outil puissant de marketing vert. Des chiffres attrayants, des émissions basses sur catalogue et un discours d'efficacité qui s'accordait parfaitement aux exigences du moment. Pendant un temps, le système a fonctionné. Les voitures se vendaient bien, les chiffres étaient compétitifs et les problèmes n'apparaissaient pas immédiatement. Mais avec les années est arrivé le point de rupture. Des clients qui avaient cru aux promesses d'efficacité et de modernité ont commencé à faire face à des pannes prématurées, des consommations réelles décevantes et des coûts d'entretien inattendus. Des moteurs relativement neufs montraient des problèmes qu'on ne voyait avant que dans des véhicules bien plus anciens. Le downsizing, vendu comme une évolution, a commencé à ressembler à une régression en termes de durabilité perçue. Ce point de rupture ne signifie pas que l'industrie n'ait rien appris. Certains constructeurs ont corrigé le tir, d'autres ont parié sur l'électrification partielle ou les hybrides pour soulager la charge sur les petits moteurs. Mais le dommage à la confiance était déjà fait. Le downsizing est resté marqué comme une solution imparfaite, valable dans certains contextes, mais loin d'être la révolution universelle promise. Ce ne fut pas un échec total, car cela a permis des avancées et des apprentissages importants. Mais ce ne fut pas non plus la panacée vendue pendant des années. Aujourd'hui, en regardant en arrière, il est évident que le downsizing fut une réponse précipitée à un problème complexe. Cela a fonctionné en laboratoire, brillé en marketing et rempli les normes, mais a exposé de nombreux utilisateurs à des moteurs plus sensibles, moins tolérants et plus dépendants d'un usage et d'un entretien presque parfait. Entre des mains idéales, ils peuvent bien fonctionner. Dans le monde réel, ce n'est pas toujours le cas. C'est la leçon de cette étape de l'histoire de l'automobile. Et avec ce contexte clair, voici venu le moment de donner un nom et un visage au downsizing. Parce qu'au-delà de la théorie et des concepts, il y a des voitures concrètes qui sont devenues le symbole de cette révolution mal comprise. Des modèles connus, populaires et dans certains cas, très appréciés, qui ont subi les conséquences d'avoir poussé cette philosophie trop loin. Et maintenant, rendons cela tangible, les voitures les plus célèbres qui ont vraiment souffert du downsizing. Mais en plus, si vous voulez comprendre pourquoi certains moteurs modernes vieillissent mal et d'autres non, abonnez-vous. Ici, on ne répète pas le marketing, on analyse la mécanique réelle. Numéro 6, Volkswagen Golf 1.4 TSI. La Volkswagen Golf est l'un de ces noms qui, pendant des décennies, a signifié équilibre, fiabilité et bon sens mécanique. Précisément pour cela, son entrée dans l'ère du downsizing fut si délicate. Quand Volkswagen a décidé de remplacer des moteurs atmosphériques éprouvés par des blocs 1.4 TSI turbocompressés, sur le papier tout semblait une amélioration claire. Moins de consommation homologuée, de meilleurs chiffres de couple à bas régime et une sensation de modernité qui correspondait parfaitement au discours d'efficacité de l'époque. Le problème, c'est que cette amélioration numérique s'est accompagnée d'une complexité mécanique que l'utilisateur moyen n'était pas toujours prêt à assumer. En pratique, ce petit moteur turbo a commencé à montrer des faiblesses avec les kilomètres. Des utilisateurs ont rapporté des problèmes récurrents de distribution par chaîne sur les premières versions, une consommation d'huile supérieure à ce qui était attendu et des pannes associées au système de suralimentation. Rien de cela n'apparaissait dans les tests initiaux ni dans les revues de lancement, qui se concentraient sur la belle poussée de la voiture dès les bas régimes et sur sa faible consommation, du moins dans des conditions idéales. À long terme, beaucoup de propriétaires ont découvert que cette poussée facile impliquait que le moteur travaillait presque toujours sous charge élevée. La désillusion est arrivée quand la Golf a cessé d'être cette voiture facile à entretenir qu'elle avait été pendant des générations. Ce n'était pas un désastre absolu,
mais un exemple clair de downsizing discret mais problématique. Il ne tombait pas en panne immédiatement, n'explosait pas sous garantie, mais vieillissait moins bien qu'attendu pour un modèle avec une telle réputation. Pour beaucoup, ce fut le premier avertissement que réduire la cylindrée sans augmenter la marge de durabilité avait un coût caché. Numéro 1. Volkswagen 1.4 TSI Twin Chargé. S'il y a un nom qui est devenu synonyme de downsizing mal exécuté, c'est le 1.4 TSI Twin Chargé de Volkswagen. Ce moteur est probablement l'icône la plus célèbre de toute cette ère. L'idée était aussi ambitieuse que risquée. Un petit moteur avec turbo et compresseur pour offrir une puissance élevée, une réponse immédiate et de faible consommation. Sur le papier, c'était une œuvre d'ingénierie brillante. En réalité, cela s'est terminé en leçon d'humilité pour toute l'industrie. Les promesses étaient énormes, les performances d'un gros moteur avec la consommation d'un petit moteur. Durant les premiers kilomètres, beaucoup de propriétaires étaient ravis. La voiture poussait fort, se sentait moderne et efficace. Mais avec le temps ont commencé à apparaître les problèmes largement documentés. Panne de la chaîne de distribution, consommation d'huile, avarie du système de suralimentation et coûts de réparation disproportionnés pour des moteurs d'aussi petite cylindrée. Ce qui a rendu ce moteur si célèbre, ce n'est pas seulement qu'il tombait en panne, mais qu'il le faisait sur des modèles très populaires, Golf, Passat, Tiguan, entre autres. L'impact fut énorme car cela a affecté des milliers de conducteurs qui faisaient pleinement confiance à la réputation de Volkswagen. Le 1.4 TSI Twin Chargé est devenu l'exemple parfait de la façon dont une bonne idée peut être mal exécutée quand on priorise les chiffres et le marketing sur la durabilité à long terme. Le downsizing n'est pas le méchant absolu de cette histoire. Bien appliqué, avec des marges larges et des attentes réalistes, il peut fonctionner. Le vrai problème fut l'exécution précipitée, poussée par les normes, les coûts et une course pour afficher des chiffres attrayants sur les fiches techniques. Beaucoup de petits moteurs ont fait un travail pour lequel, tout simplement, ils n'étaient pas préparés pendant des centaines de milliers de kilomètres. L'acheteur moderne doit tirer des leçons de cette étape. Tous les petits moteurs turbo ne sont pas mauvais, mais tout ce qui est nouveau et efficace n'est pas non plus conçu pour durer. Comprendre l'usage réel, la charge mécanique et l'historique de chaque design est aujourd'hui plus important que jamais. Le downsizing promettait de sauver la planète et a fini par remplir les garages. Dites-nous dans les commentaires, quelle voiture en downsizing avez-vous eu ? Cela a-t-il été une bonne expérience ou une déception totale? Abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo avec ceux qui croient encore que plus petit est toujours meilleur. Numéro 2. Renault-Nissan 1.2 TSE. La deuxième place est occupée par un moteur qui a été conçu pratiquement avec le règlement en main. Le 1.2 TSE du groupe Renault-Nissan est né pour remplir brillamment les tests d'émissions et de consommation en laboratoire. Et il faut le reconnaître, en homologation, il était excellent. Sous le bon cycle, il offrait des chiffres très attractifs qui le plaçaient comme une option moderne, efficace et alignée avec la nouvelle ère de l'automobile. Le problème, c'est que la rue n'est pas un laboratoire. En usage réel, ce moteur en downsizing a commencé à montrer un comportement très différent. Des consommations d'huile élevées, des pannes de distribution et des problèmes internes apparaissant bien plus tôt que prévu sont devenus quelque chose de connu pour les garages. En fait, beaucoup de mécaniciens savent exactement de quel moteur on parle en évoquant le 1.2 turbo de Renault. Non par hasard, mais parce qu'ils l'ont vu trop souvent. Le contraste entre l'intention du design et son vieillissement fut brutal. C'était un moteur pensé pour réussir des tests, pas pour supporter des années d'usage quotidien sous charge variable. Accélérer fort, rouler chargé ou simplement vivre en ville le faisait travailler constamment forcé. C'est l'exemple parfait de downsizing optimisé pour les normes, pas pour la longévité. Ce ne fut pas un moteur inutile, mais un moteur qui a exposé crûment l'écart entre consommation promise et durabilité réelle. Numéro 3. GM Opel 1.4 Turbo. La troisième place n'appartient pas à une voiture isolée, mais à une formule qui s'est répétée de façon presque industrielle. General Motors, à travers des marques comme Opel et Chevrolet, a fortement parié sur des moteurs 1.4 turbo compressés pour remplacer des blocs atmosphériques plus gros qui avaient fait preuve d'une fiabilité raisonnable pendant des années. En théorie, la manœuvre avait du sens. Moins de cylindrée, de meilleurs chiffres de consommation homologués et une puissance suffisante pour déplacer des compacts et berlines sans problèmes apparents. En pratique, le résultat fut une usure généralisée qui a affecté des milliers d'unités sur différents marchés. Le même moteur, avec de petites variations, s'est retrouvé monté sur des modèles très populaires comme l'Opel Astra, la Chevrolet Cruze ou la Buick encore. Cette utilisation étendue est précisément ce qui a transformé le problème en quelque chose de massif. Quand un design en downsizing sort juste de sa marge, la panne n'est pas anecdotique, elle se multiplie. Les utilisateurs ont commencé à rapporter une consommation excessive d'huile, des problèmes de refroidissement et des pannes du système de suralimentation avec des kilométrages qui, pour beaucoup,
était inacceptable sur une voiture moderne. L'image de marque en a souffert car le schéma se répétait. Ce n'était pas un cas isolé, c'était un comportement cohérent du moteur quand il était utilisé dans des conditions réelles. Trafic, trajet urbain, accélération fréquente et entretien normaux, pas idéaux. C'est l'un des exemples les plus clairs de la façon dont le downsizing, quand il est répliqué sans marge de sécurité, amplifie les erreurs. Le moteur n'était pas un désastre absolu, mais un rappel que réduire la cylindrée et augmenter la pression interne a des conséquences quand cela est fait à grande échelle. Numéro 4, Peugeot 308 1.2 PureTech. La Peugeot 308 avec le moteur 1.2 PureTech est un exemple parfait de downsizing qui séduit d'abord et déçoit ensuite. À son lancement, les revues furent majoritairement positives. Bonne performance pour sa taille, douceur surprenante pour un 3 cylindres et consommation attractive comparée au moteur atmosphérique plus ancien. Pour beaucoup d'acheteurs, cela semblait la preuve ultime que le downsizing avait mûri. Cependant, avec le temps et les kilomètres, ont commencé à apparaître les problèmes qui ne sortent pas dans les premiers 20 000 km. L'un des points les plus critiques fut à nouveau la distribution baignant dans l'huile. En théorie, une solution efficace et silencieuse. En pratique, extrêmement sensible à l'état du lubrifiant et aux intervalles d'entretien. Les utilisateurs ont commencé à rapporter une dégradation prématurée de la courroie, des résidus de matériaux circulant dans le moteur et des pannes secondaires entraînant des réparations coûteuses. Tout cela dans une voiture qui, pendant les premières années, se comportait de manière impeccable, créant un faux sentiment de sécurité. Le choc entre attente et réalité fut dur. Personne n'achète une compacte moderne en pensant devoir se soucier de problèmes graves avec des kilométrages relativement bas. La 308 n'était pas une mauvaise voiture, mais le downsizing appliqué sans suffisamment de marge de tolérance a transformé son moteur en bombe à retardement pour certains profils d'usage. Des trajets urbains, des vidanges espacés et une conduite quotidienne furent suffisants pour accélérer une usure qui, dans des moteurs plus gros et plus simples, aurait été bien plus graduelle. Et le plus ironique, c'est que ces cas ne sont pas les plus célèbres. Les 3 modèles suivants sont ceux qui ont réellement rendu le downsizing connu, mais pas pour les bonnes raisons. Numéro 5, Ford Focus 1.0 EcoBoost. S'il y a un moteur qui est devenu le symbole du downsizing agressif, c'est bien le fameux 1.0 EcoBoost de Ford. 3 cylindres, turbo, de 5 chiffres de puissance surprenant pour sa taille et des prix internationaux qui l'ont placé comme exemple d'ingénierie moderne. En laboratoire et dans les titres, il semblait un chef-d'œuvre. Dans la vie réelle, spécialement avec les kilomètres, l'histoire a été nettement moins brillante. Le problème principal ne fut pas seulement la réduction drastique de cylindrée, mais la charge constante à laquelle le moteur était soumis. Dans une voiture comme la Focus, qui n'est précisément pas légère dans toutes ses versions, le petit 3 cylindres vivait en permanence assisté par le turbo. Cela impliquait des températures élevées, une pression constante et une dépendance absolue à un entretien parfait. De nombreux utilisateurs ont commencé à rapporter des problèmes de refroidissement, une dégradation prématurée de l'huile et, dans les cas plus graves, des pannes catastrophiques liées à la distribution baignant dans l'huile, une solution technique qui sur le papier réduisait la friction, mais qui en pratique est devenue extrêmement sensible à l'entretien et à la qualité du lubrifiant. Les coûts d'entretien inattendus furent l'un des coûts les plus durs. Un moteur vendu comme efficace et moderne finissait par nécessiter des réparations chères par rapport à la valeur de la voiture. L'usure prématurée n'a pas affecté tout le monde de la même manière, mais suffisamment pour sérieusement endommager la réputation de l'ensemble. Le 1.0 EcoBoost a démontré que pousser le downsizing à l'extrême pouvait fonctionner dans des conditions idéales, mais qu'en usage réel, avec le trafic, les trajets courts et les entretiens irréguliers, la marge d'erreur était minime.